en direct. Bonjour, voici notre vinoscopie numéro 8 et la première pour l'année 2020. Alors, il y a eu une profusion de jeux de mots sur ce 2020, donc je vais éviter d'en faire un parce que moi-même j'en ai commis quelques-uns. Voilà, c'est 2020, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et nous en sommes donc à cette 8e édition avec toujours l'accueil chaleureux du bar Lubu à Perpignan, place Rigaud, sur une idée de Nicolas Codeville et dans l'esprit de ce qu'était en un temps le Radioscopie de Jacques Chancel. Alors je commence toujours par un proverbe détourné et aujourd'hui c'est « Tant va la cruche au vin qu'à la fin l'eau se casse ». Alors quel est notre invité aujourd'hui? Je vous le présente, c'est Michael Cyr du domaine des Schistes. Bonjour Michael. Bonjour. Voilà, alors traditionnellement dans cette émission, le vigneron commence par raconter un peu l'histoire de sa personne. De ma personne puis voilà, il dit ce qu'il veut dire, hein, sa famille, ses amis, son origine, que sais-je encore. Voilà, à toi. Bon, moi je suis je suis né à Perpignan et j'ai vécu à Estagel, donc dans le village familial, jusqu'à il y a maintenant 8 ans, quoi. Très bon, on va parler de vin. Non, mais tu peux parler de... Ouais, ou de ma personne, oui, c'est lié, quoi. Donc voilà, je me sentais... j'ai un frère aîné, qui a 3 ans de plus que moi. Ah oui, je crois qu'il est dans des horizons lointains, voilà, ouais, professionnellement et géographiquement. On n'a pas eu les mêmes dire ce qu'il fait. Stratégies, ouais. Il est mathématicien, donc actuellement il est à Baltimore, aux États-Unis, et il est beaucoup axé sur la recherche et très peu sur les courses. Son dada c'est vraiment la recherche, et du coup il navigue un peu partout. En catalan on dit ten el cap que fa fum. Ouais, je te dirai pas la suite. Non, je la connais. Alors, donc, vas-y. Et donc, voilà, bon, mon frère, lui, le côté terrien ne lui a pas plu, c'est pas un terrien, au contraire, c'est un citadin. Et moi j'ai adhéré de suite, un peu à ce que faisait notre famille, quoi. Donc, on est viticulteur, parce que mes grands-parents étaient viticulteurs, et mon père a commencé sa carrière viticulteur, et vigneron avant, puisque mon arrière-grand-père faisait du vin avant que les copées se forment. Ah ouais. Voilà, au début du 19e, quoi, voilà. Donc, moi, ce qui me plaisait, c'était vivre au village, après, voilà, les loisirs, j'étais plus aller à la pêche que comme mon frère, plutôt rester à la maison, lire des bouquins. Alors, qu'est-ce que tu pêchais? Tu pêchais dans la glie? On peut pêcher dans la glie? Ouais. Et qu'est-ce qu'on pêche dans la glie? À l'époque, il y avait des anguilles encore. Ah. Il y avait des anguilles. Après, on s'amusait avec les cavettes, les barbeaux. Voilà, quoi. Non, mais moi, ce qui me plaisait, c'était être dehors, quoi. De plus en plus, je me rends compte que c'est vraiment mon ADN, c'est d'être dehors, quoi. Ah, très bien. Et je pense que si on n'avait pas eu des vignes, on a fait autre chose, quoi, j'aurais eu besoin d'être dehors, quoi. Donc, si on avait eu des pêches, je sais pas, ou autre. Ouais. Ou dans le bâtiment, mais dehors. Ouais, dehors, ouais. Très bien. Voilà. Bon, alors, bien sûr, alors, tu es ce qu'on appelle un vigneron indépendant. Vigneron indépendant, oui. Voilà. Alors, le domaine maintenant, tu l'as déjà un peu dit, hein, l'histoire du domaine. C'est donc un domaine de vignes qui sont en gros transmises de père en fils, même voilà. Si. Donc, est-ce que tu as connu ton grand-père? Mes deux grands-pères, un arrière-grand-père aussi. Parce que ton grand-père maternel aussi avait des vignes. Oui, est encore vivant. Voilà, il ne me reste que mon grand-père maternel. Et une partie du vignoble, c'est lui qui l'avait planté. Voilà, et ça provenait de... Tu peux dire où, là? Alors, c'est vrai que les gens ne connaissent pas, mais moi, je connais un peu. Alors, du côté du père de ma mère, donc de Vincent, et de ma grand-mère, puisqu'ils étaient exploitants tous les deux, ils avaient planté des vignes vers le mas de la Sfred. Donc, voilà. C'est un endroit extraordinaire où vous avez un mas. Voilà. Donc une partie de notre famille provenait du Mas et on a hérité, après il y a eu des indivisions, mais on a hérité une partie du Mas et on a fait deux gîtes. Oui. Ma mère s'occupe superbe, le cadre est incroyable. Ouais, le cadre, moi j'aime beaucoup là-bas. Et j'ai vécu pendant 5-6 ans, quoi.
Ah ouais? Ouais, quand on a eu mon premier fils, on a vécu au Mas, voilà, pendant 5-6 ans. Et est-ce que le Mas de la Sfred, c'est un endroit où les gens peuvent aller voir, ou alors est-ce que c'est une Non, route privée? c'est un hameau. C'est un hameau. Ils peuvent y aller. Il y a plusieurs familles. On peut le dire. Il y a oui, ils Parce peuvent que y c'est aller. vraiment un très bel endroit. Hein. Aller au Mas de la Sfred, quand vous sortez d'Estagel, au moment où le pont enjambe la Grille, à 2 km, Voilà. il y a une petite route sur la droite, et on la suit, et c'est indiqué Mas de la Sfred. C'est ça. Et il y a plusieurs vignerons qui sont là. Notamment, oui, le domaine des Soulanes, Voilà. Cathy Lafitte. Une année, on avait fait une fête, on l'avait nommé maire Oui, c'est vrai, du hameau. du hameau. De la Sfred. D'accord. Donc ça, c'est la partie vigne qui vient du côté de ta mère. Voilà, du côté de ma mère. Et après, du côté de mon père, donc du côté de mon père, mon grand-père paternel, Francis, était viticulteur à cave coopérative d'Estagel, comme mon grand-père aussi maternel. Et lui, il avait hérité des vignes de son père aussi, qui était descendu de Cassagne, parce que c'était le deuxième ou troisième fils, et du coup, il a été notaire. Ouais. Donc il était descendu de très loin. Hein. Il était descendu de Cassagne. Et il avait acheté quelques propriétés, mon grand-père aussi. Bon, après c'était l'époque des Vendou où ça marchait, ouais. Ça marchait très bien et ils achetaient voilà des petites propriétés au fur et à mesure. Ils ont agrandi un peu leur domaine. C'était à l'époque c'était leur voilà, c'était synonyme de prospérité un peu et voilà, c'était leur truc, c'était d'acheter des vignes quoi. Puis ce côté terrien quoi, d'avoir de la terre quoi. Ouais, mais tu vois, c'est vrai que tu es le 8e vigneron, bon, faut reconnaître que avec Sébastien d'Anjou, avec Benoît d'Anjou aussi, mais c'est rare aujourd'hui d'avoir des gens qui ont épousé, comme ton père et ta mère, une fille du village. Quoi. Avant, c'était un schéma courant. Aujourd'hui, c'est rarissime. Toi, je pense que ton épouse, elle n'est pas d'Estagel. Non, de Tur. Et elle est d'Anjou, peut-être Sébastien. Mais j'en trouve pas beaucoup, des vignerons jeunes. Déjà, beaucoup de vignerons jeunes d'ici, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Et alors, en plus, qui a épousé une fille du village, ça s'est arrêté à la génération de ton père. Quoi. Voilà, donc c'est une belle histoire centrée autour d'Estagel. Bon, et bien maintenant, ce domaine qui s'appelle des schistes, d'abord, il s'appelait comme ça à partir de quand et pourquoi? Donc en 89, mon père Jacques et ma mère partent de la copé. Ma mère a toujours travaillé à part, quoi. Elle était enseignante, institutrice. Ouais. Et donc du coup, mon père en 89 recrée le domaine, enfin, revinifie ses raisins en fait dans la cave où mon arrière-grand-père à l'époque avait vinifié avant que les copées se forment. Là où il y a votre cave actuellement, Estagel. On n'a jamais bougé. D'accord. Et schiste, pourquoi? Ben, c'était son idée, pour la notion de l'appartenance au terroir, et parce qu'on a beaucoup de parcelles sur Tautavel, la partie schisteuse de Tautavel qui touche Maury. Et Estagel aussi, on a un lieu-dit Poubali, et qui est sur des schistes sur Estagel aussi. Donc c'est vrai qu'on a 3/4 du domaine qui est sur du schiste quasiment. Bien, on parlera de ça, des parcellaires. Hein. Ouais. Alors, justement, la philosophie du domaine, c'est pratique. Comment vous travaillez dans l'éventail des vignerons, vous situez comment dans vos pratiques? Ouais, alors, donc on parle des pratiques actuelles. Des pratiques en cave et des pratiques en vigne, bien sûr. Voilà. Donc actuellement, bon, c'est moi un peu qui ai pris... Qui prend la direction un peu des... Le relais. Ouais, le relais, ouais, après c'est... Je veux dire, on s'entend bien avec mon père, on se comprend, et du coup, je pense qu'il aurait pris les décisions que j'ai prises s'il était à mon époque, quoi. Ouais, voilà. C'est bien. Voilà, et du coup, de par les expériences qu'on a eues, et puis, voilà, les dégustations que tu as connues, voilà, de différentes régions françaises, viticoles françaises, on a compris quand même rapidement que si on voulait donner de l'éclat et quand même de la personnalité à nos vins, eh ben, il fallait se rapprocher du végétal et se rapprocher de la terre, ce qui nous allait très bien parce que je pense qu'on est plus viticulteur que maître de chai, tous les deux dans la les mains dans la terre, hein, vous êtes... Ouais, je pense qu'on est... Enfin, moi, si j'ai des choses à faire en plus, le week-end, tout ça, j'irai jamais m'enfermer dans la cave, quoi. J'irai toujours dehors, quoi, respirer, quoi. Et mon père, c'est pareil, quoi. Et je pense que ça se retrouve un peu dans les vins aussi, quoi. Que des fois, on n'est pas des sommeliers, quoi. Voilà.
Donc au niveau du vignoble, ben, on s'est régalé de retravailler l'agronomie que mon père avait dû mettre de côté parce qu'à l'époque c'était dans les années 80, je te parle des années 80, c'était pas trop d'actualité, on était un peu dans l'optimisation le systèmes, rendement, etc. Voilà, donc bon après avec les contacts et les rencontres qu'on a faites, on s'est rendu compte que bon mais la culture était primordiale, donc moi quand je suis rentré, on a passé le pas de plus utiliser de produits de synthèse. Bon, mon père avait une formation d'ingénieur agricole à Purpan, à Toulouse, là. Donc il avait fait quand même de l'agronomie, il savait ce que c'était, les matières organiques, tout ça, donc il avait déjà arrêté les engrais chimiques, il avait considérablement baissé l'utilisation des produits, mais encore avec de la chimie, quoi. Et puis bon, il était quand même dans une époque où il avait eu une formation sur la chimie, quoi. Et quand je suis arrivé en 2004, après mon BTS, on a commencé à mettre en place l'agriculture biologique, et voilà, en 2010, on a pu, bon, parce qu'on a une surface quand même qui est conséquente, on a 50 hectares de vignes, on en avait 60 même à l'époque, donc il a fallu quand même du temps d'adaptation pour que les équipes aussi oui, parce que s'habituent. Voilà, et puis bon, avec un vignoble qui était à moitié à 1,50 m² au carré. Ah ouais. Donc, conçu pour le cheval. Conçu pour le cheval, ouais. Ou le désherbant. Ou le désherbant, ouais. Malheureusement. Donc du coup, il a fallu trouver des parades, donc ça a mis un peu de temps, et puis bon, on y est arrivé sereinement maintenant à faire ce qu'on veut au niveau du vignoble. Donc plus de produits, bon, on est certifié bio, et avec une baisse aussi de tout ce qui est intrants, style soufre, cuivre. On commence à travailler sur les tisanes, sur d'autres extraits fermentés. Et après, par contre, ça c'est plutôt moi qui l'ai mis en place, c'est les couverts végétaux, de sortir vraiment des sols nus toute l'année, et avoir les sols les plus verts, donc aux époques les plus propices chez nous, c'est l'hiver, quoi. Donc implanter des espèces en hiver, avant les vendanges. Et ça vous le faites depuis quand? On a commencé en 2010. Poc à poc. C'est beaucoup sur 50 hectares. Ouais, partout? On le fait sur toutes les vignes larges, donc on le fait maintenant sur 35 hectares. Et alors, est-ce qu'il y a du raisin que vous portez encore à la coopérative? Non. Vous vinifiez? Moi, j'en ai jamais connu. Moi, j'en ai jamais porté à la coopérative. Mon père, au début, en avait porté, mais on vinifie tout à la maison. Donc, ça permet, ou ça oblige, à avoir une gamme, parce que finalement, il y a des vignes qui sont plus mécanisées, des vignes plus... Ouais, mais il y a surtout on est sur plusieurs terroirs. Voilà, aussi. Fait plusieurs types de sols, avec des sols limoneux, le bord de la glie, quoi, limoneux, sablo-limoneux. Et après, on monte petit à petit sur les schistes, voire sur les calcaires, puisqu'on arrive quasiment en Corbière. Donc, oui, voilà, les calcaires, c'est une acquisition récente. Ouais, voilà. Il faut que tu en parles, ça, parce que c'est intéressant. Oui, on a pris des parcelles sur vraiment les hauteurs de Tautavel qui touchent l'Aude. Et c'est la même barre que la cône d'Anjoffre, quoi. Donc la grotte où on a retrouvé l'Aube de Tautavel, ouais, c'est à 400-500 mètres, mais sur le même style c'est en dessous d'une grotte aussi. Il y a 200 cavités à Tautavel. Ah ouais. Donc il y a des grottes partout. C'est le calcaire. Ça, pour les terroristes, c'est un bon tuyau aussi. Je ne sais pas si les terroristes écoutent Vinoscopie, mais il y a des endroits à se planquer, la gendarmerie ne les connaît pas toutes. Non. Ouais, par contre, eux les connaissent, donc si vous êtes recherché par la police, vous allez voir les cires, ils vous indiqueront une bonne grotte. Peut-être, ouais. Ça dépend de la personne. Celles qui sont chauffées. Ah oui, c'est toi qui es libre de... C'est ça. Mais il y a parfois des gens qui ont des besoins comme ça. Ouais. Non, alors l'endroit est très très beau. Là. Ouais, voilà. On l'avait acheté ou pris en fermage? On l'a acheté. On a acheté une parcelle qui était un voisin. Et on avait une partie de la parcelle. Et c'était les raisins qui me faisaient le plus vibrer. Et du coup, acquérir cette parcelle de vieux Carignan là, sur les hauteurs de Tautavel, sur une partie argileuse, et avec du calcaire, bon, ça nous a. Oui, c'est des très bons sols, argilo-calcaire, qu'est-ce que ça apporte? Chez nous, l'argile, c'est la rétention en eau, quoi. Ouais. Et donc, du coup, c'est la fin de maturité.
propre, qui est pas stressé, la vigne n'est pas stressée, moins stressée. Ouais. Voilà, Et le calcaire, ben, le calcaire, c'est ce qu'on cherche tous les vignes de la du sud, la ouais. minéralité. Quoi. Voilà, Voilà. ouais. Oui, c'est vrai, il y a un goût spécifique. Ouais. Et donc, est-ce que c'est ça qui vous a conduit à faire des cuvées parcellaires? Non, les cuvées parcellaires, on les Alors, a mis. explique ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui écoutent mais qui ne savent pas toujours ce que c'est. Cuvée parcellaire, c'est une seule cuve par parcelle de vigne. Au lieu de faire l'assemblage de plusieurs parcelles, plusieurs terroirs, on va pouvoir avoir vraiment l'expression de la vigne. Voilà, ça c'est une cuvée parcellaire. Et vous le faites depuis combien de temps? La Coumeille, qui est la première cuvée parcellaire, 98. Et maintenant, vous avez ajouté... Maintenant, on en a 3 en rouge et une en blanc. Voilà. Après, bon, commercialement, c'est compliqué d'avoir un accordéon avec 20 produits. Mais... Ben, c'est-à-dire que ça dépend. Il y a peut-être des marchés ou des cavistes ou des clients qui veulent ça et d'autres qui trouvent que c'est compliqué, quoi. Ouais. Bon, après, on a pris aussi des décisions, c'est-à-dire des fois, tu peux passer à côté d'une vente, mais toi, dans ta logique, si ta logique, c'est... ces cuvées sont des expressions différentes et on va respecter ça et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Après, il y a des expressions que tu n'as pas envie de mettre en avant. Il y a des terroirs que tu te rends compte qu'il vaut mieux les assembler. Ben oui. Et même, il y en a qui ont besoin d'être assemblés. Et après, c'est après notre cuisine, quoi. Et alors, du coup, on l'a presque dit, on peut le dire, les vins du domaine, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux les dire tous, on a le temps. Oui, alors en fait, on a conçu un peu notre gamme, bon, j'aime pas trop dire ce nom, mais notre famille, quoi, nos différentes familles de vins par rapport au sol, puisque bon, voilà, c'est toujours cet attachement à exprimer des lieux. Donc un lieu qui est le bord de la rivière, de la Glie, où il y a des sols limoneux, des sols profonds qui craignent pas trop la sécheresse, qui sont pas classés en AOC d'ailleurs. C'est pas classé en AOC. C'est des IGP. C'est des IGP Côte Catalane. Là, on fait les cuvées qu'on a appelées illico. Donc illico parce que c'est des cuvées à bord jeune, sur le fruit. Illico au sens de aussitôt. Ouais, aussitôt. Dès que tu l'achètes, tu le picoles. Voilà. Ça me plaît. L'expression est facile. C'est des vins assez plaisants. Et donc voilà, on a dans les 3 couleurs, on a un blanc de Macabeu. Illico blanc, illico rosé qui va de Syrah Grenache, et là on est en train de planter des cinceaux parce qu'on aime beaucoup ce cépage. Ah, c'est bien, oui. Vous le plantez toujours dans les limoneux, là? On a sur les limoneux. C'est intéressant aussi sur des argilo-calcaires. Sur des argilo-calcaires, mais ça fait d'autres types de vins. Ouais, c'est d'autres types de vins. Mais là on voulait faire un petit rouge palo et faire aussi un rosé. On a un rosé, j'aimerais qu'il ait un peu plus de caractère méditerranéen que Syrah Grenache. Voilà, ouais. Grenache, c'est surtout Syrah. Syrah. Ouais, Syrah, c'est beaucoup. Ça a été la panacée pendant des années. On se fatigue avec ça. Et ensuite, en rouge, ça c'est... Sur Illico, on a planté du marcelin. Ah. Alors comme j'ai fait mon BTS à Montpellier, on t'a bourré avec le marcelin, tu es revenu, tu as dit à ton père, on va planter du marcelin. Non, c'est que vraiment, il y a des parcelles dans l'Hérault. Et ça donne des résultats parfois intéressants. Qui ont des sols très profonds. Et en fait, tu te rends compte que sol profond, donc pas de stress hydrique, grosse baie. Si tu as un cépage comme le Carignan qui peut faire des grosses baies, ça fait des vins assez dilués, sans trop d'intérêt. Mais par contre, sur des petites baies comme le marcelin, tu arrives à avoir de l'intensité. Tu peux expliquer ce que c'est le marcelin, parce que le marcelin, les gens ne savent pas que c'est particulier. C'est un cépage qui a été croisé à... c'est un métis comme tous les cépages. Voilà. Ouais, c'est Vitis vinifera plus Vitis vinifera, hein, c'est pas un hybride. Qui a été, je pense, implanté dans les années 60. Voilà, ouais. Voilà. Et c'est donc ils ont pris un cabernet. C'est l'Indra, ouais. Ah ouais. Ils ont pris un cabernet sauvignon et ils ont croisé avec un grenache noir. Voilà. Bon, et ça a donné ce cépage qui a des qualités, quoi. Ouais. En fait, c'est comme les autres cépages. Moi, j'ai goûté des bons marcelins, c'est comme tout. Mais il y a des marcelins qui sont vraiment intéressants. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien. De toute façon, vous faites votre rouge avec le marcelin maintenant. Mais illico rouge, on le fait beaucoup avec le marcelin. Après, on a encore des carignans qui font des grosses baies, qui font qui sont assez juteux. Ouais. On les met là-dedans aussi. Et ton cinceau, tu aimerais y mettre un peu de le mettre un peu dans l'illico rouge. Ouais. Cinceau, en fait, avec la même vigne, faire de cuve, quoi, une cuve de vous l'avez planté, le cinceau? Ouais, on l'a planté l'an dernier. 2 hectares. 2 hectares, quand même. On a fait une grosse plantation. Bon.
Et alors, donc ça, Ça, c'est les hélicos, donc les hélicos, voilà, d'accord. autour du L'entrée village. de gamme, entre guillemets, parce que Ouais, c'est pas joli, les mais mêmes bon. plaisirs, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Après, t'as les essentials, donc essentiels parce que c'est le cœur du domaine, quoi. Donc, c'est ces parcelles de schiste. Avec en AOC, donc en Côte-du-Roussillon village. Donc, cépages locaux, Carignan, Grenache, Iodonner Peloute. Donc qui est le cousin du Grenache, voilà, hein. Il y a des tanins, un peu plus d'acidité chez nous, il s'exprime un peu plus d'acidité et des tanins qui sont un peu plus durs, donc il faut faire attention sur les extractions. Et on n'a pas trop de mourvèdre, tu vois, pas trop de mourvèdre, et des syrahs, bon, on en a de moins en moins, c'est parce qu'on les arrache. Après les avoir plantés, mais en même temps, de bras. vous avez bénéficié de l'engouement qu'il y avait à une époque. Ton père, oui, dans les années 90, ça permet de rentrer de l'argent. Hein, oui, quand c'était la grande mode partout, quoi. Voilà. Oui, non, mais il pensait à améliorer nos vins avec les syrahs. C'était ça. Cépage améliorateur. Cépage améliorateur, parce que il fallait à l'époque aussi faire tout des le vins Languedoc-Roussillon, très mûrs, très riches, très épicés. C'était la Syrah avec du bois de fût. Bon, la Syrah, c'était un bon ça a été amplifié encore par l'histoire de Parker, cette histoire. Voilà. Parce que la Syrah extraite, boisée, etc. Voilà. Bon, donc ça c'est. Et après les parcellaires. Après, voilà. Après, on sort des deux assemblages. En essentiel, vous avez combien de vins? Deux. Un blanc et un rouge. Un blanc et un rouge. Donc le blanc, c'est à base de macabeu, grenache gris, grenache blanc et un peu de vermentino. Ensuite, sur les cuves, donc terroir de schiste, donc pour ces assemblages, et après les cuvées parcellaires, donc chaque parcelle a... 4. Ouais, voilà, ouais. Ça fait beaucoup, hein. 4 ouais, ça fait 4 vins différents, mais qui trouvent leur public, quoi. Ouais, qui trouvent leur, non, mais ça fait beaucoup amateur, parce que, en plus, vous avez les vins doux naturels, vous avez les ratios secs, ouais, et en plus, ce gigoto qui est arrivé, ça fait beaucoup après, de vin. Quand t'aimes le vin et que tu t'amuses en cave, t'as envie à un moment donné de le montrer à tout le monde, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre passion. Alors, je dois dire que quand même que ton père, même s'il viendra à l'émission et que bon, le but c'est de parler de toi, mais ton père, tu as dit quelque chose d'important. Ton père, tu as dit essayer de savoir ce qui se fait ailleurs. Il y a eu une sorte de petite école chez Gobi dans les années 90 où des vignerons, ton père était un des plus importants avec Gérard Gobi, et qui goûtaient tous les vins de partout, quoi. Et ça, c'était nécessaire pour franchir un cap. Hein. Et voilà, donc de la même manière, il s'est lancé à fond dans le rancio sec. Au début des années 2000, j'en suis témoin puisque j'étais aussi à la manœuvre. Voilà, et donc du coup, vous avez cette recherche sur les vins secs, les rouges, les blancs, les rosés, mais vous avez toujours fait aussi, ou toujours, je sais pas, le mori. Toujours fait du mori. C'est la cerisée, non? Cerisée, ouais. Voilà, qui est un mori. Vous ne faites pas du mori traditionnel? Non, on fait comme un type rimage. Voilà, muté sur grain, qui est magnifique. Vous en faites combien de bouteilles à peu près de ça? Alors, on est monté jusqu'à quand même 8000 bouteilles. Là, maintenant, on est autour de 6000 bouteilles. Ah, quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de producteurs de vin de nous qui ont baissé des proportions plus fortes. Vous avez marché, quoi. Vous avez des... il a été bien présenté, je pense, par nos relais, quoi. On travaille beaucoup avec des agents commerciaux qui nous représentent. Nous, on n'a pas le temps de faire le porte-à-porte. Hein, donc, non, mais c'est très bon comme produit. Moi, ils nous ont bien placés, quoi. C'est très bon. Et puis, donc, il y a l'univers nouveau. Donc, on a les entrées de gamme, les illicos, les essentiels, les parcellaires, le mori et le monde des oxydatifs. Le monde des oxydatifs, ouais. Alors, ton père est président de l'association des rancio secs, donc c'est à lui coprésident. Donc, on en parlera. Mais là, tu as porté un vin, dis-nous un peu ce que c'est. Alors, la cuvée s'appelle Algo. Pourquoi Algo? Parce que c'est déjà la sonorité qui nous a plu. C'est Marc Medevielle, que tu connais sûrement, bien sûr, qui nous a orienté sur ce nom-là. Et vous avez le nom de la catalanité, Marc. Je dirais parce que Algo, c'est espagnol. C'est espagnol. Et donc, en fait, c'est le début de notre élevage en Solera de rancio sec. Donc, le rancio sec, brièvement, un vin blanc sec qu'on a laissé s'oxyder volontairement. Et après, on peut... Sans ouiller. Voilà, on peut oxyder donc sans ouillage. C'est-à-dire, on ne va pas remplir la barrique complètement. Voilà, parce que tu peux laisser oxyder de différentes manières, mais là, tu prends même pas la précaution d'ouiller, quoi. Même pas la précaution d'ouiller, ni de sulfiter, bien sûr, pour pas parce que c'est réducteur. Et après, chaque vigneron choisit son type d'élevage. Nous, on a choisi un élevage en Solera, parce que bon, déjà, on aime beaucoup les vins de RS.
Et puis c'est ce côté un peu la solaire, c'est donc une pyramide, on va schématiser une pyramide de barriques, les plus vieilles sont en bas près du sol, c'est pour ça que ça s'appelle Solera, et plus on va monter, et en fait c'est les vins les plus jeunes, donc on commence une année, on remplit l'étage du bas, l'année d'après au milieu, l'année d'après l'étage du dessus, au bout de 3-4 ans, si on a décidé que les vins les plus vieux donc, sont aptes, on commence à en prélever 10 ou 20%, qu'on va remplacer par la barrique du dessus. Donc du coup, ça fait un assemblage. Et idem sur la barrique du dessus, parce qu'il y en a voilà, en cascade, voilà, on remplit toutes les barriques. Voilà. Donc une fois, j'avais dit à ton père, est-ce que votre Solera, puisque donc elle n'est pas millésimée, non. Est-ce que votre Solera, il m'avait dit que non, je ne sais pas si c'est à toi ou ton père, est-ce que du fait que vous en faites depuis 2004, non, c'est ça, oui. Depuis 15 ans, est-ce que la moyenne d'âge de votre Solera n'augmente pas? Il m'avait dit non, et moi il me semble que ça devrait augmenter. On a calculé récemment qu'en fait on y ajoutait 10% par an. Oui, mais à la base, celui qui est dedans, il est de plus en plus vieux. Ah oui, donc la moyenne d'âge... Ouais, mais il est de plus en plus dilué. Oui. Donc la moyenne d'âge de ta bouteille, en fait, tu as certes du vin plus vieux, mais en plus petite quantité, il est dilué chaque fois. Après, bon, il faudrait demander à mon frère qu'il nous fasse le calcul. C'est à lui qu'il faudrait... Un algorithme. C'est ça. Il faudrait qu'il fasse un algorithme. C'est ça. Non, mais il faudra que tu lui fasses montrer la ouais, qu'il nous dise. C'est vrai, ouais. Parce que ce vin qui a été fait en 2004, même s'il en reste peu, les trucs que tu rajoutes plus jeunes, ils ont toujours le même impact sur l'âge. Ils ne rajeunissent pas, puisque toujours vous avez rajeuni. Il n'y a que la base qui reste la même. Oui, mais elle est diluée. Dans ta bouteille. Ton frère nous fera un algorithme. Oui, voilà, c'est ça. Il faut les demander. Et donc, votre idée, ça a été de faire un truc nouveau. Alors, c'est pas le rancio sec. Non, c'est pas le rancio sec. Ne nous trompons pas. Tu sais que faire du rancio sec, c'est pas donné à tous les vins. Donc, le rancio sec, il faut vraiment avoir, actuellement sur le cahier des charges, il faut vraiment avoir une note de ranci, donc de noix marquée. Ça, c'est demandé par les commissions de dégustation. Bon, c'est un produit à part, le rancio sec. Et on voulait aussi faire une espèce de fino, une manzanille, voilà. Ou un savanier. La noix est liée. Ou un savanier non mouillé. Ouais. Pas un vin jaune. Ouais. Et c'est vrai que dès qu'on avait des copains qui passaient et qu'on dégustait les barriques de rancio, on se régalait de boire à l'apéro ces barriques d'en haut qui étaient moins oxydées que le rancio sec. Mais c'est pas celle d'en haut, parce que celles d'en haut, elles n'ont pas tout de suite ça, non? Au bout de combien il prend sur nous, on le garde un an en cuve pour être sûr de la stabilité, la stabilité, notamment de la volatile, parce qu'on sait comment on prend après, donc il faut pas qu'au début on parte trop haut. Ensuite, on a un premier étage. Et là, on tape plutôt dans le deuxième. Donc, il a entre 3 et 4 ans. D'accord. C'est magnifique. Et là, en fait, je l'avais goûté une fois, mais au milieu de plein de vin. Mais là, que je le goûte vraiment isolé, c'est très beau. Et puis, c'est une tendance. Je sais qu'ils ont fait ça à la rectory depuis pas mal de temps. C'est une tendance à faire le rancio sec, mais aussi un truc plus facile d'approche. Enfin, la Tourvieille aussi fait ces deux oxydatifs. Ouais. Mais là vraiment, oui, mais les vôtres, enfin, je ne veux pas dire que la Tourvieille, c'est pas le cas, mais je veux dire, votre rancio sec, il est sur la finesse quand même. Parce que sur la côte vermeille, souvent, le rancio sec, la version A, avec du grenache noir, parfois, elle est vraiment puissante. Tandis que vous êtes sur la finesse. Et là, c'est vraiment, ça préfigure ce que sera le rancio sec. Donc, c'est très bien, c'est très noir, très noir. C'est un peu trouble, je ne sais pas si c'est le froid ou... Non, c'est qu'on n'avait pas filtré sur ce tirage. C'est bien, il ne faut pas. On a fait trois tirages. Ouais. Vous avez fait combien de bouteilles de ça? Algo, c'est combien de fois que vous le faites? Écoute, on a fait 3 tirages de 500 bouteilles. Non, mais vous l'avez fait qu'une année. On a commencé à tirer l'an dernier. Vous avez fait 3 tirages, donc en fait, c'est un peu comme la solaire. Ah, mais on fait des tirages réguliers, il ne faut pas tirer d'un coup. Sinon, sinon tu déséquilibres tous les étages, quoi. En fait, on court-circuite un peu notre futur rancio sec, quoi. Voilà. Il faut pas. Mais en même temps, le rancio sec, on attend. Il y a quand même des histoires de. Je dis pas que c'est pour ça que vous l'avez fait, mais peut-être un peu. Il y a aussi des histoires de trésorerie, quoi. C'est-à-dire que le rancio sec. Mais quand ça a commencé,
T'as chaque millésime. Ah voilà, oui, oui. Ah, oui. Non, mais là, vous avez réenclenché un petit retard. Ouais, de trésorerie, voilà, mais, oui. mais en attendant que 3 ans, du coup, maintenant, vous avez un système avec du vin que vous pouvez vendre au bout de 3 ans. Voilà, oui, c'est vrai. Mais donc vous avez fait 3 fois 500, c'est-à-dire que là, la notion de millésime n'existe plus. Vous tirez quand ça vous va bien. C'est des lots. Comme le rancho sec. Ouais. Enfin, Le encore rancho sec, quand même, mon rancho sec aussi, il est en solaire. Hein. C'est la Oui, peine, c'est la oui, peine de mais ça. quand vous rentrez des tonneaux, quoi. Non, on rentre pas des tonneaux, hein. On est quasiment sur le même volume. Non, mais je veux dire, quand vous affectez une certaine quantité de vin au rancio sec, vous le faites dans un tonneau. Vous allez pas dans des tonneaux qui ont déjà du vin. Je comprends pas ce que tu veux Mais dire. cette année, une partie de votre vin va aller au rancio sec. Oui, là on l'a mis en cuve, donc Vous c'est le l'année mettez de cuve. en cuve, bon. Et l'année après, vous le mettez dans des tonneaux vides, pas dans des tonneaux. Ah si, et dès on attend une première mise en bouteille de rancio, et par cascade, tu devras remplir l'étage d'en Ah, donc tu mets tout dans des tonneaux existants. Eh oui. Tu ajoutes pas des tonneaux, la pyramide elle bouge plus Non, maintenant. la pyramide, elle bouge Non, parce que j'étais venu chez vous au moment où elle était en construction. Ah oui, oui, au début, avant de... Vous avez combien d'étages? Alors, bon, on n'a pas un plafond, mais on est sur 1, 2, 3, 4, 5 pas de temps, quoi. Je te dis pas étage parce qu'il y a 3 barriques là, 2 là, mais bon, tu le sais, on a toujours le circuit, quoi. Il Ah, faut ouais. pas court-circuiter. Hein. Et non, non, non. Après, tu peux tricher, entre guillemets, à la mise, t'es pas obligé de prendre la plus vieille. Si tu as des jeunes, un peu plus de l'étage du dessus, qui t'intéressent dans l'assemblage, tu les mets. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est les proportions qui vont Voilà. déterminer l'influence. Voilà. Donc tu en mets des fois des jeunes pour donner un peu de peps à ton rancio sec. Et là, quand vous choisissez, c'est en dégustant les barriques ou alors vous Ah bah prenez oui, un peu de plusieurs? Ah non, bon, après, si pour le rancio sec, on va pas prendre les premières, ça sert à rien. Non, non. c'est Donc évident. on est dans les 3 derniers étages, en fait. Le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, donc. Et on se fait la dégustation des 30 barriques, et après on dose. Bon, mais ça t'en mettant. C'est un délice, hein. Ça appelle des olives au moins et probablement bien d'autres choses. Mais tu sais quand même que... Tu sais pourquoi la solaire existe à Jerez? Non. C'est parce que c'est un process industriel, c'est-à-dire Oui. que les lords anglais, pour leurs caves dans leur château en Angleterre, ils voulaient toujours le même vin. Oui, Il fallait que les opérateurs se démerdent pour qu'il y ait une continuité. Alors eux, ils sont avec des milliers, moi j'ai visité Tio Pepe, les maîtres de chez, ils jouent sur des milliers de barriques, mais ils font le même travail que vous, mais à une plus grande Oui, échelle. bien sûr, ouais. Mais c'est une espèce de dosage permanent pour que sorte le vin qui est toujours un peu le même. Ouais. Ce qui est bien pour le rancho sec. Le vôtre il est bon. Mais est-ce que vous avez ce souci quand vous faites une mise? Oui, on prend toujours la bouteille d'avant et on la compare. Ah voilà, Bien très sûr. Mais si tu veux, moi ce que j'aime bien, c'est ce que disent donc les Andalous quand ils viennent au salon de Biranci, c'est que c'est le deuxième vignoble. C'est la Solera, c'est le deuxième vignoble. Il y a microbiologiquement, ben, t'as pas les mêmes bactéries et levures qu'il y a dans les autres chais. C'est la signature un peu. Moi j'aime bien cette idée un peu du vin. Pas de la maison, oui, pas il y a du vin une de maison. personnalité vraiment. Ah, voilà, c'est l'extrait, c'est notre accent quoi. Ouais, puis déjà les levures sont dans le lieu. Bah, les levures sont dans le chai, puis c'est ta manière de le faire. Toi tu l'aimes tu l'aimes. C'est pas le millésime qui va trop brouiller les cartes quoi. Mais ça fait quand même 16 ça, hein. Et oui, puisque oui. nous, ils sont hauts, hein, Non, mais ça veut dire quand c'est... Alors vous avez toujours une fascination pour le latin, il y a toujours des trucs, je sais pas si c'est parce que ta mère est enseignante, mais il y a un truc toujours. Mon père il fait la telle longtemps. Ah voilà. Ouais, ça va être Bon, alors malheureusement on ne peut pas continuer parce qu'on se régale, mais je vais te poser 2 questions que je pose chaque fois. D'abord, alors c'est vrai que j'ai des gens, à part la petite Mireille, j'ai des gens de tous âges, mais voilà, tu fais partie des plus jeunes. Le message que tu aimerais faire passer. Si tu avais un message à faire passer, qu'est-ce que ce serait? Ah ben, je dirais qu'il y a de la place dans le Roussillon, qu'il y a des choses à faire, qu'on a une typicité, on a des cépages locaux qui ont été éprouvés par le temps et par la culture, et qu'il faut qu'il y ait encore des projets qui se fassent, quoi. On a besoin de projets. C'est très bien ça. On a besoin de porteurs de projets. Ça me plaît. Ça me plaît. Et ensuite, l'autre question, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Tes copains, par exemple, pour faire une variante. D'habitude, je dis qu'est-ce que tu aimerais que tes copains disent de toi? Pour sortir un peu du vin, quoi. Ah ouais, pour sortir du vin, ouais, non, que je suis fidèle à... que je suis cohérent, quoi, avec ma personne, quoi. Voilà. C'est très bien. Je joue pas C'est très bien. un rôle, quoi. Bon, ben voilà, on a fait
le portrait de Michael Cyr du domaine des schistes à Estagel, même si il est parti à Millas, c'est une grande traîtrise quand on pense à tous ces grands-parents d'Estagel et ses parents d'Estagel. Et puis, donc ça, on peut toujours le revoir, après l'avoir vu en direct éventuellement, sur YouTube, en tapant Vinoscopie, et également sur Internet, sur le site, sur le blog, on ne sait jamais, l'Archipel contre-attaque, ou quelques jours après, c'est mis à disposition. Et voilà, et donc on te remercie. Merci à vous. Le prochain, je ne peux pas dire parce que je suis en pourparlers avec un vigneron, mais il y en aura un dans environ 3 semaines, vers la mi-février. Peut-être le 13 février. Ce sera annoncé par Nicolas Codeville. Merci à tous et merci Michael. Merci. Et alors on se régale avec ça. Jamais Nicolas.